Alors, bienvenue. On va vous voir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la passion dans le sport. Alors, juste par curiosité, qui est un passionné ici? Alors, votre activité passionnante, c'est? Oh, il y en a plusieurs. Oui. Avec le fait, j'essaie de suivre mon athlétisme un peu. Et? On va essayer. Patinage artistique. Soccer. Curling, curling, super. C'est à l'arc hockey. Super bon. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, je veux vous faire comprendre que la passion habituellement dans le sport, beaucoup de gens vont dire que le sport, c'est une passion. Par contre, il peut y avoir des passions dans toutes sortes d'autres sphères. Les échecs, collectionner. Tu peux avoir une passion envers ton conjoint, par exemple. Alors, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, je vais essayer de me limiter sur la recherche qui a regardé la relation entre la passion et le sport. Et ce que je veux que vous sachiez, c'est que des fois, je vais emprunter des petites notions ici et là parce que la passion, ça a été étudié dans d'autres contextes aussi. Alors, on va commencer par une simple question. Plutôt mon plan de présentation. Alors, on va faire une petite introduction comme à l'habitude. Je vais vous poser une question. Après ça, on va définir ce que je veux dire exactement par passion. Ça va? Par la suite, je vais vous faire le lien entre la passion et les différents acteurs dans le sport. Alors, on va parler passion chez les athlètes, passion chez les entraîneurs, passion chez les arbitres, puis passion chez les fans. OK? Parce que les fans, ils consomment le sport. Puis, on va faire un petit mot de la fin. Alors, pour commencer, j'aimerais ça que vous pensiez et vous tentiez de me répondre à la question suivante. Qu'est-ce que Rod Stewart, chanteur, c'est quand même sexy, son grand hit, et Phil Esposito ont en commun? Oui, c'est vrai que c'est la passion, mais oui, en fait, ils ont tous les deux été très performants. Puis souvent, on va associer l'idée que passion mène à performance. Puis que c'est les passionnés qui vont être performants. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que Rod Stewart a composé une chanson qui s'appelle Passion. Ah oui, ça a été un grand mémoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Passion. Puis dans sa chanson, Rod nous informe que tout le monde a besoin d'une passion. Puis quand on n'a pas de passion, ben, ça va moins bien. Maintenant, Phil, pour ceux qui s'en rappellent, joué dans la série du siècle en 72, hein? Puis Phil avait été très expressif devant les Russes. D'accord? Et Phil, si jamais vous allez sur l'Internet, puis vous tapez Phil Esposito puis passion, vous allez retrouver une citation célèbre de Phil Esposito qui mentionne que la passion est essentielle. Que les gens qui n'ont pas de passion, ça ne fonctionne pas, ça n'avance pas. Puis que si tu fais du sport, ça prend de la passion. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, vous m'avez dit que vous êtes des passionnés. C'est super bon. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la ferme conviction que la passion, c'est important dans le sport. C'est exact? Tout le monde est d'accord avec cet énoncé-là? Alors, on va passer à la prochaine assiette. Alors, une des distinctions très, très importantes que je veux faire aujourd'hui, c'est que motivation ne veut pas dire nécessairement passion. Ça c'est très, 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 très important. Alors, par exemple, tu peux être motivé, tu peux triper sur une activité sans être un passionné. Je vais donner un exemple. Je peux adorer, par exemple, manger de la poutine, OK? Mais ça ne fait pas de moi un expert ou un passionné de la poutine. On comprend? Je pourrais, par exemple, aimer beaucoup le hockey, mais je ne serai jamais coach de hockey. Est-ce que tout le monde comprend la différence? Alors, tu peux aimer une activité énormément sans que ça soit une passion. Alors, ça, c'est très, très important parce que la passion, ça veut dire autre chose que la motivation. Ça va? OK. Alors, ayant fait cette petite nuance très simple, c'est quoi exactement la passion? Bien, la passion, c'est défini comme une vive inclination envers un objet ou une activité que les individus aiment. Alors, d'où l'idée que tu tripes, c'est le fun, c'est plaisant. Oui, il y a un aspect
motivation, mais qui est vachement importante aux yeux de la personne. Alors là, vous voyez, ça c'est très très différent. Autre point, tu vas consacrer beaucoup de temps à l'activité. Alors, si on résume ça, c'est une force, t'aimes ça, tu vas passer du temps, puis c'est important. Alors, vous ayant donné ça comme ingrédient, qu'est-ce que ça veut dire être passionné? Je vous écoute. Si on prend cette définition-là, parce que là, vous voyez, peut-être pour certaines personnes, la passion, c'est une question d'intensité, de drive, de toughness. Alors là, j'ai utilisé plutôt 3 critères qui vous disent, ouais, la personne aime vraiment ça, elle passe beaucoup de temps là-dedans, puis c'est important à ses yeux. Alors, on va passer à la prochaine étape. Ce qui est super important de comprendre, c'est que la passion permet à l'athlète de se définir. L'activité définit un athlète. Alors ici, j'ai mis une photo qui est exemple de droit selon Google. C'est important quand on se fait filmer. C'est un match de soccer féminin. Je passe ça dans les années 30-40, pendant l'hiver. Il faut que tu sois passionné pour jouer au soccer dans la neige. Alors là, ce qui m'amène donc à vous poser respectueusement la question, par rapport au sport respectif, avez-vous déjà entrepris votre sport dans des conditions similaires à ça? Exemple pour les joueurs de soccer. Tu sais, joueurs de soccer ici? Non? Bon, les joueurs de soccer, ils vont jouer dans la boîte. Il peut quasiment tonner, tu comprends-tu? Tout le monde est ils vont jouer. Le golf. Le 24 décembre, quand il a fait chaud, il y a des gens qui sont allés jouer au golf. Malgré qu'on se comprend, les conditions n'étaient pas optimales pour jouer. Mais ils ont pu jouer au golf. Donc, ce que j'essaie de vous faire réaliser, c'est que la passion, c'est une force qui nous amène à pratiquer notre activité. Donc, prochaine étape, ce qui est important de comprendre, je vais essayer d'imaginer ça avec un vocable. Je veux que vous imaginez que ça, c'est votre concept de soi. Qui vous êtes? Ça va? Tout le monde, on a un concept de soi. On a toute une façon de se voir. Tout le monde comprend ça? Simple? Parfait. Puis, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a différents éléments qui vont dans notre vocable. Ça va? La famille. Bon, comprend? La famille, ça l'aide à nous définir. Ça va? Nos relations avec nos amis. Ça va bien? Je sais pas, le travail. On comprend? Le travail. Puis on va dire le sport. Puis tout ça, c'est ce qui crée notre concept de soi. Puis vous avez remarqué, il y a de la place pour tous ces éléments-là. Comment on comprend ça? Maintenant, certains éléments peuvent prendre plus de place que d'autres. Mais grosso modo, ils ont à peu près tous la même proportion. Tout le monde comprend ça? Bon. Maintenant, oh, excusez-moi. On entend bien pareil. Prise de OK. Oui? OK. Donc, sachant que le concept de soi, ou qui qu'on est, c'est un ensemble de composants, ça nous amène à notre prochaine étape. Genre. OK. Alors, en fait, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que la passion, c'est une bonne chose. Est-ce que ça vous a déjà nui d'être passionné? Est-ce que ça a fait en sorte que vous avez eu des tensions avec votre conjoint parce que l'activité a pris trop de place dans votre vie?
Voyez, ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est qu'il y a deux types de passion. Il y a la passion harmonieuse, qui est caractérisée par une force motivationnelle amenant l'individu à choisir à s'engager dans une activité. Alors, on va dépersonnaliser ça. On va prendre le travail. La personne qui a une passion harmonieuse pour son travail va aller travailler, va être heureux, va être engagé, va y consacrer beaucoup de temps. Il va aimer ça. Il va se définir comme un comptable. Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis il va être heureux. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand c'est en harmonie avec le reste de sa vie, tout est en équilibre. Alors ça veut dire que si la personne ne finit pas sa job, c'est pas grave. Elle va éteindre sa lampe, elle va partir chez elle, puis c'est correct. Donc, ce qui est très, très important, c'est que la personne maîtrise celle-ci. Il maîtrise l'activité. Il maîtrise sa passion. Donc, la passion est en harmonie et en équilibre avec les autres sphères de sa vie. Vocal, fonctionne bien. Il y a un équilibre. Tout le monde comprend? Maintenant, au contraire, la passion obsessive réfère à une pression interne, forçant l'individu à s'engager dans l'activité. Là, le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est plus l'individu qui contrôle l'activité, mais c'est l'activité qui le contrôle. En traduction libre, il n'est pas capable de s'empêcher de la faire. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que je suis sûr que vous connaissez des gens comme ça, qui sont tellement passionnés par soit une activité ou une personne, qui sont incapables de s'empêcher, par exemple, d'aller la voir ou de faire l'activité. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la passion, elle contrôle sur l'individu. Elle prend une place disproportionnée dans l'identité de celui-ci et génère des conflits entre l'activité passionnante et d'autres sphères de vie. Alors, on vient à notre travailleur, le workaholic, qui se définit par son travail. Mais faites attention, il y a du monde qui peuvent travailler très fort, aimer leur job, mais c'est fini. Mais le workaholic, qu'est-ce qu'il va faire souvent? Il va amener un job à la maison. Il va travailler. Oh, un petit meeting! Alors, l'exemple que j'aimerais affectueusement vous offrir, c'est le cellulaire. On va prendre le cellulaire comme marqueur de la passion. Il y a du monde qui sont capables de fermer leur cellulaire, puis il y a d'autres qui ne sont pas capables. Oh non, c'est au restaurant. Juste un petit truc. Alors, ce que j'essaie de faire réaliser, c'est qu'il y a deux côtés à la passion. Alors, on va passer à la prochaine. Alors, ce qui m'amène à mon premier lien affectueux, comprenez-vous, avec qu'est-ce qui se passe en ce moment. Alors, nous avons eu une nouvelle version de Star Wars. C'est important de parler de Star Wars. Hein? Parce qu'il y a un lien direct entre Star Wars et la passion. Lien que je suis sûr que vous êtes capable de me faire. Alors là, il va y avoir un moment, il va y avoir un petit peu d'ambiguïté, tout le monde va se sentir mal et ne parlera pas. Chose correcte, faites-vous-en pas. Je vais attendre patiemment. Là, il y a quelqu'un qui va devenir stressé, va lever la main, va tenter une réponse. Puis après ça, on va se reparler. Alors, j'attends. Moi, je suis pas stressé. Je vais te dire, la passion, ils ont mis les billets, je pense, 2-3 mois en vente avant la sortie du film. Donc, les passionnés, ils ne pouvaient pas attendre, puis il fallait qu'ils soient la première. Alors, est-ce que c'est les passionnés obsessifs par rapport à Star Wars qui ont été chercher les premiers billets ou les harmonieux? Obsessif. Tout le monde comprend? Bon. Maintenant, prenons les acteurs de la série. Parce qu'ici, tout le monde, peu importe l'âge, connaît Star Wars. Utilisez-moi les protagonistes de Star Wars pour me qualifier la passion. Il y a le côté obscur de la force, puis il y a le bon côté. Alors, Sean, tu vas juste reculer, s'il vous plaît. Alors, vous avez remarqué que j'avais mis en gras force. D'où l'idée du lien. Alors, on se comprendra que Darth Vader, il a la force
comme Luke Skywalker là. Mais on se comprend qu'il l'utilise de manière très différente. Puis qu'est-ce qui les pousse à agir, c'est très, très différent. Alors, une des choses qu'on va parler, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un est devenu obsessif versus harmonieux. Alors, à la fin de la présentation, je vais vous expliquer ça. Alors, maintenant, je ne veux pas qu'on polarise ça, que les passionnés obsessifs, c'est toujours des gros méchants, puis c'est pas ça que je veux que vous compreniez. C'est pour des fins de vulgarisation que j'ai utilisé cet exemple-là. Puis sachez que tout le monde, on a un peu de passion harmonieuse, puis un peu de passion obsessive en nous. Puis que des fois, ça peut varier avec le contexte. Par exemple, je présume que si tu vas aux Jeux olympiques, tu risques d'être un peu plus obsessif, comprenez, que si tu joues au soccer récréatif. Tout le monde comprend? OK. Alors, on va continuer. Alors, commençons par les athlètes. Qu'est-ce qu'on sait? Quel est le lien entre la passion et les acteurs? Alors, pour vous expliquer rapidement, qu'est-ce qu'on fait souvent dans la recherche? On a une échelle qui s'appelle l'échelle de passion. On distribue ça à des athlètes, des coachs, des arbitres, vous comprenez? Puis on leur demande c'est quoi leur passion par rapport à leur sport. Être arbitre, être fan, vous comprenez? Ils répondent à ça. Puis après ça, on leur demande différentes questions. Par exemple, c'est quoi les émotions que tu ressens pendant que tu joues? Sont-tu positives, négatives? Es-tu immersé dans l'activité? Vous comprenez? On pose des questions. Des fois, on va créer des scénarios. On va demander, si c'était dans tel scénario, comment tu réagirais? Tout le monde comprend? Alors, ce que je veux que vous compreniez tout de suite, c'est que la recherche que je vais vous décrire, c'est de la recherche où on met des choses en association. Donc, passion avec conséquence. Alors, très simplement, la passion harmonieuse, elle est associée avec des émotions positives. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui dit qu'il a une passion harmonieuse pour son sport va dire que pendant qu'il pratique son sport, il vit plus d'émotions positives. Correct, ça? Très simple, très logique. Il va être plus satisfait aussi dans son sport. Puis il va dire qu'il y a plus de vitalité. Tout le monde comprend? Côté blanc de la force, Luke Skywalker, je te heureux. Par contre, la passion obsessive va être associée avec des émotions négatives pendant la pratique. C'est intéressant. Donc, le côté noir de la force, ça va pas bien. Je vis de l'anxiété, de l'incertitude, du stress. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce qui est intéressant, c'est que la passion obsessive, ça ne fonctionne pas comme la passion harmonieuse. Puis, on peut voir aussi que quand l'identité de quelqu'un va être menacée, il va être beaucoup plus agressif. Alors là, je vois les coachs dans la salle qui coachent les passionnés obsessifs, qui viennent leur dire quelque chose à propos de la qualité de l'athlète qu'ils sont. Tu comprends que c'est une menace à leur identité directe. En traduction libre, qu'est-ce qu'on devrait voir? Beaucoup de braquage. Comment pas? Alors, ce que je veux vous réaliser, c'est qu'un passionné obsessif, il va se brûler. Il va être anxieux. Il va persévérer, mais il va avoir des coups en maudit dans sa vie. OK? Donc, ce qui est important de savoir, le passionné obsessif, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a souvent une association avec la rigidité. Il va être rigide. Ça va faire mal, il ne lâchera pas. Alors, il y a des études, par exemple, qui démontrent que les gens qui ont une passion pour le cyclisme, obsessifs, ils vont faire du vélo en hiver. Même si c'est dangereux. C'est intéressant, ça. Ils ne sont pas capables de contrôler l'activité dont ils font. Et ça, même si c'est dangereux. Une autre conséquence négative qu'on va voir d'associer souvent avec la passion obsessive, c'est que les obsessifs vont les blesser. Maintenant, la question que j'ai pour vous, c'est très simple. Si tu es entraîneur et que tu as développé la passion obsessive chez tes athlètes, tu as mis en place un mécanisme intéressant. Ah oui, c'est un vrai! C'est un vrai, c'est un winner! Vous comprenez? Il va jouer blessé, il va être très rigide, il va probablement être difficile à gérer aussi.
Dès que quelqu'un probablement n'aura pas la même façon de voir que lui dans le monde, un autre athlète, ça risque de se poigner. Autre chose super intéressante, c'est qu'on s'est rendu compte que la passion harmonieuse et la passion obsessive, ça ne fonctionne pas de la même façon selon le contexte. Alors j'ai une question à vous poser. C'est une étude qui a été faite avec des joueurs de hockey. Imaginez-vous qu'on s'en va au camp d'entraînement. Je suis choisi pour le junior majeur. Qui devrait être le plus heureux dans le junior majeur? Un passionné obsessif ou un passionné harmonieux? Moi, je dis que à partir que les deux sont passionnés, les deux sont heureux. C'est ça. On pourrait avoir cette hypothèse-là. Maintenant, on pourrait se demander aussi, disons que j'ai été coupé. C'est sûr que tout le monde va être malheureux quand ils sont coupés. Mais que tu te retrouves dans une ligue inférieure, comme le junior, ou le, comment ça s'appelle, le junior B, là, ou le junior 2A. Qui va être heureux? Mais en fait, ce qu'on a remarqué dans cette étude-là, c'est que les gens qui sont heureux, c'est ceux qui sont obsessifs. Plus le niveau est élevé, plus ils sont heureux. Mais pourquoi? C'est le contexte idéal pour eux. C'est rigide, c'est compétitif. Vous comprenez? C'est tous les passionnés là, qui se retrouvent en haut obsessifs, puis là, du coup, ils sont tous. Puis ce qu'on remarque, c'est que les passionnés harmonieux qui se sont rendus à ce niveau-là sont moins heureux. Moins heureux. Puis ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau inférieur, les passionnés obsessifs sont malheureux. Puis les passionnés harmonieux sont contents. Alors, est-ce que vous comprenez? Il y a comme une interaction entre le contexte et qui tu es. Alors, là, souvent la question va pas, ah oui, mais ça serait-tu bon? Je vais répondre à la question. Ça serait-tu bon, justement, de recruter du monde? Tu sais, tu comprends? Tu as un contexte qui est obsessif. Bien, mets des obsessifs dans ce contexte-là, ils vont être heureux. Ils vont avoir un coup être obsessifs. Ce coup-là, c'est quoi? C'est les émotions négatives. Rigidité, mauvaise relation avec les autres. Oui? Dans le fond, là, tu parles de la passion qui les rend heureux quand ils sont obsessifs, mais au niveau des performances. Bon, j'arrive à ça. C'est une bonne question. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a remarqué, alors on s'est demandé légitimement, est-ce qu'il y a un lien avec la passion et la performance? Oui, il semble que oui, mais la question c'est, est-ce qu'ils ont les mêmes buts? Ben non. Les passionnés obsessifs semblent avoir des buts qui sont reliés à ce qu'on va dire éviter des erreurs. Tandis que les passionnés harmonieux, eux autres vont essayer de maîtriser l'activité. Alors vous comprenez, alors, si je vous résume ça, être obsessif, là, il faut faire attention, je ne veux pas faire Darth Vader, vous dire que c'est pas bon, mais c'est pas un beau cocktail. Tandis que le passionné harmonieux, il vit des émotions positives, il se concentre sur la tâche, il a des bonnes relations avec les gens, il a des buts intéressants, puis ça semble être associé par la bande, par l'entremise des buts, à une meilleure performance. OK. Donc, oui. Dans le passionné obsessif, dans un cas comme ça pourrait-tu avoir un impact aussi sur l'individualisme versus le collectif? Bon, alors ça, il n'y a pas de données là-dessus. Mais c'est sûr que j'aurais tendance à dire spontanément qu'une personne qui a une passion obsessive pour son activité va être beaucoup plus individualiste. C'est certain. Mais ça, il n'y a pas de données là-dessus. Mais spontanément, je dirais ça. Maintenant, c'est quoi la conception du talent que l'harmonieux devrait avoir dans sa tête versus l'obsessif? Alors, ça fait partie de moi, puis je l'ai pas. Comment je réagis? Vous voyez, s'il est rigide puis c'est fixe, sa conception du talent, il va se varloper. Il ne peut pas changer rien. Il l'a pas. Mais c'est important pour lui. Tandis que l'harmonieux, peut-être que lui, il voit le talent, ben non, on va m'améliorer, je suis correct, on fait de la place, on travaille, on est. Alors, ça, on va revenir sur cette question-là quand on va parler des coachs. OK, on va passer.
Alors là, je m'étais dit, j'avais dit à Sean, hey, je vais parler de la passion pour tout le monde. Il y a des arbitres dans la salle. Alors souvent, on va se plaindre des arbitres. Hein? Puis on va se plaindre pourquoi? Qu'est-ce qu'on va se plaindre chez les arbitres? Qui écoute le baseball? Qui a déjà vu l'arbitre au match? Ça n'a même pas pris une seconde. Hein, on voit ça des fois. Puis il y en a d'autres, c'est c'est très calme. Je ne vois pas. On va discuter, on va faire un partage. On voit ça, là. On voit des extrêmes. On voit aussi des fois des appels qu'on se dit, mais non, là, il s'est corrigé, là. Là, il n'était pas correct. Alors, la question que j'ai pour vous, c'est quel est le lien entre les deux types de passion et le comportement d'un arbitre? C'est qui le bon arbitre, d'après vous? C'est un passionné harmonieux ou un passionné obsessif par rapport à son arbitrage? L'arbitre doit appliquer les règlements. Donc, il a une certaine rigidité et un contexte qui ne détermine pas lui-même, qui est déjà prédéterminé. C'est ça. On aurait tendance à dire, ou à croire, ou à penser que peut-être que le passionné obsessif va appliquer bien les règles, et tout ça. Sauf que c'est ça. À un moment donné, tu as toute la question du jugement. Oui. Qui fait que, oups, c'est ça. Si tu es trop rigide, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui arrive à un arbitre quand il est obsessif et il a eu une erreur? Il a fait une erreur. Il va essayer de le corriger bien souvent peut-être l'appel après. Puis il va en commettre encore une plus grande. C'est une deuxième erreur. Puis deuxième, puis troisième erreur. C'est vrai d'un sport à haute vitesse, le basketball, soccer. OK, est-ce que tout le monde comprend? Alors, le lien est parfait. C'est ce que la recherche démontre. Lorsqu'on demande ce scénario-là, on disait, bon, disons que vous faites une erreur. Là, on posait des questions, par exemple, vas-tu ruminer sur ta décision? Vas-tu essayer de te reprendre? Comment tu vas vivre tes émotions? Vous comprenez? On pose ces questions-là. Ce qu'on se rend compte, c'est que l'arbitre qui est obsessif va ruminer. Après ça, sur l'erreur, il va y penser. Oui. Puis il va essayer de corriger son erreur. Mais ça fait quoi? 2 erreurs. Oui, mais pensez dans la partie, qu'est-ce que ça va faire? Comment? Les parents ne seront pas contents, oui. Alors là, le contexte va s'amplifier. C'est ça, l'obsession? Oui. Il va être plus rigide, peut-être. Il va être plus rigide. Il va ruminer. Puis là, ça va devenir une spirale. Puis chaque erreur, parce qu'il va recevoir une rétroaction qui est en train de le corriger, son identité va être menacée à chaque fois. Intéressant, hein? Ah, vous voyez, pensez pas qu'on allait parler des arbitres aujourd'hui? Ben oui, les arbitres sont aussi obsessifs et sont aussi harmonieux. Vous comprenez? Alors, ce qui est important de savoir, pas d'erreur, pas trop de menaces. Et quand tu rajoutes le facteur menace à l'identité, c'est comme menace à l'identité chez l'athlète devient agressif. Alors l'arbitre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pas nécessairement. Il va me corriger, il va me reprendre. Au baseball, tu es un joueur au marbre. Tu as fait une erreur, tu l'as collé. Je ne sais pas si vous regardez le baseball, maintenant le petit carré, puis ça te monte tout la balle. C'est écœurant, là. Puis les fans, tu sais, ils voient ça tout de suite. Après ça, le prochain lancé, bien là, on met un cop call, parce que. Alors, il y a peut-être un lien à faire avec ça. OK, on va passer au prochain. Et les entraîneurs. Alors là, je vais prendre 5 grandes minutes pour vous parler des entraîneurs. Les entraîneurs sont des exceptionnels. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, nos entraîneurs sont très rarement des professionnels. Nous croyons à un système basé sur l'idée du bénévolat. C'est très intéressant. Maintenant, on va prendre un sport sans le nommer et utiliser un ensemble vaste de stéréotypes pour le caractériser sans le nommer. Ça va bien? D'accord. Alors, tu as un papa ou une maman qui se donne pour les petits-enfants qui ont peut-être 5 ans. D'accord?
Et tu as des parents qui sont dans la foule, qui pensent que ces jeunes qui pratiquent l'activité vont un jour être les prochains. Sans nommer le sport. OK? Sans nommer le sport. Je dis pas, c'est pour ça que on s'en va vers les fans harmonieux et obsessifs. Maintenant, tu es un bénévole. Tu fais ça parce que tu essaies que ça cadre dans le restant de ta vie. Qu'il y a un équilibre entre tout ça. Mais on se comprend qu'il y a des entraîneurs que c'est plus ça. Que c'est à propos d'eux. OK? Alors, ça m'amène à ce moment-ci, à enlever les balles. Puis à dire que ça, c'est rendu la passion de l'entraîneur ou de l'athlète ou de l'arbitre, ça ne rentre plus dans son concept de ça. Ça a pris tellement de place là, que les autres choses ne sont plus là. Tout le monde comprend, là, ça ne rentre pas là. Ça ne rentre pas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu te retrouves avec un athlète, que l'activité prend autant de place, puis que son identité dépend de sa performance dans l'activité qu'il pratique, bien, tu peux peut-être t'attendre à ce qu'il y ait des relations différentes avec ses joueurs. Moi, je les aime, les coachs. Je les adore. Les coachs, je les rencontre souvent. Les coachs, c'est le fun, ils veulent avoir raison. Mais les coachs qui veulent avoir raison, je pense qu'ils ont tort. Pourquoi? C'est pas à propos d'avoir raison, le sport. Le sport, c'est une question de perspective. Oui, des fois, oui. Mais généralement, il y avait peut-être d'autres hypothèses, d'autres choses à voir. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que la passion harmonieuse est associée au support à l'autonomie. Ça veut dire quoi? Un coach, quand il va répondre à son questionnaire sur la passion harmonieuse, il va avoir tendance à dire que quand il est harmonieux, il a tendance à coacher en donnant des choix à ses athlètes. Tandis que le passionné obsessif, il va être associé à un style contrôlant de coaching. Il va être directif. Fais ci, fais ça. Alors, juste comme ça, là, qui vous voulez qu'il coach? C'est sûr que t'as pas. Mais non! Parce que si on vient dans le sport que je n'ai pas nommé, ça prend un vrai gars de main fort. Comprenez, en ce moment, ça ne va pas bien pour le Canadien. Je pense qu'on devrait embaucher quelqu'un qui, tu comprends, qui va les faire marcher droit. OK? Alors, ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'il y a des cultures qui valorisent certains styles de coaching, et ces styles-là, peut-être, sont associés avec certains types de passion. Alors, vous comprenez que moi, je suis un fervent partisan de l'autodétermination. Que c'est important de donner des choix. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être directif à l'occasion, c'est pas ça que j'ai dit. Et on se comprend que si tu veux amener des joueurs à un haut niveau, leur donner le standard, leur expliquer comment ça fonctionne, puis qu'ils soient capables de s'auto-évaluer, tu as fait une bonne job. OK? Mais autre chose qui est très important de savoir, c'est que dans une des études que j'ai recensées ici, pour vous autres, c'est qu'on a demandé à l'entraîneur de remplir son formulaire. On a demandé aux athlètes de dire comment ça allait. Alors, c'est pas juste la perception du coach. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, on associait le coach aux réponses qui sont trop. Ben, c'est que les athlètes, ils ont une meilleure relation quand ils ont un coach qui est harmonieux. Regardez, voulez-vous que je sois contrôlant avec vous? Voulez-vous que je vous présente ma matière d'une manière obsessive? Je ne poserai pas de questions, je ne vais pas participer. Je ne vais jamais écouter votre point de vue. Ça va être longtemps, hein? Ça ne veut pas dire que contextuellement, ça ne peut pas arriver, là. Mais règle générale, ce que je pense qui est important, c'est que si l'activité de contrôle
Mais là, ça te domine. Bon. Maintenant, là, je vais faire un aparté qui n'est pas dans les acétates. Nous autres, on a fait une étude à l'UQTR où on a demandé aux coachs leur perception du talent de leurs athlètes. On comprend? Tous les athlètes qui avaient, c'était dans les équipes de basket. Alors, le coach évaluait chacun des joueurs. Lui, je pense qu'il a du talent, il n'a pas de talent, il travaille fort, il ne travaille pas fort. Tout le monde comprend ça? Puis là, après ça, on a demandé aux athlètes comment les coachs leur parlaient pendant la pratique. Chacun. S'ils étaient contrôlants, soutien à l'autonomie. Puis qu'est-ce qui les motivait? Tout le monde comprend ça? Est-ce que vous pensez qu'on a trouvé? Il y a des coachs qui trouvent que les athlètes n'ont pas de talent, ils sont vachement contrôlants. Quand tu dis pas de talent, c'est ceux qui travaillent au fort. Non, ils pensent qu'il n'y a pas de talent. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant pas beaucoup de talent, quand tu te tends plus vers ça. Le coach, les athlètes ont tendance à dire ils me parlent de manière contrôlante. Alors, je veux juste que vous vous imaginiez ça, là, ici, là, tout le monde. Pensez à quelqu'un que vous pensez qu'il n'a pas de talent. Comment vous lui parlez? Ben, vous lui dites fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Il l'a pas. Le talent, c'est fixe. Ça ne change pas. Maintenant, imaginez-vous que vous avez quelqu'un qui a beaucoup de talent, mais qui ne travaille pas. Comment vous allez parler à cette personne-là? Alors, vous comprenez que ça, en interaction avec quel type de coach t'es, ça doit faire un cocktail assez explosif, je vous remercie. OK. Alors, pour n'avoir pas nommé le sport, nous allons maintenant procéder à la prochaine acétate où on va parler des femmes. Ben oui! Puis, ce qui est extraordinaire, c'est cette étude-là, ça a été faite avec des femmes de soccer. Alors, vous comprendrez que, passion pour le soccer, les femmes ont besoin. Qui a vu la dernière Coupe du monde des hommes? Qui a vu le match où le Brésil, c'est la finale, où après comme 4 minutes, c'était fini? C'était déconcertant, cette partie-là. Puis toutes les fans, tu sais, c'est comme... Bon, alors ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'ai quand même pris une image qui ressemble un peu à ça. Hein? Un fan obsessif qui perd, ça va pas bien. Mais si son équipe gagne, il va aller. OK? Alors, ce qu'on voit, c'est que la passion obsessive, c'est associé à des comportements négatifs. Manquer de travail. Le monde qui a une passion obsessive pour le soccer, qui sont prêts à manquer le travail pour aller voir le game. C'est important. OK. Qui se rappelle des Expos de Montréal? Alors, moi, à l'époque, j'étais jeune, j'étais au secondaire quand les Expos. Quand Steve Rogers a lancé la balle, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, puis on a perdu. Là. J'utilise bien le « on » inclusif. Là. Mais moi, je me rappelle, on était en classe, puis on avait caché, on avait notre petite radio, puis on avait un gars dans le coin, puis qui nous expliquait, puis que... Puis à un moment donné, pas ça, parce qu'on riait, tu sais, c'est quelqu'un qui est à la game? Oui, un game. C'est tout le temps écouter la game. Vous comprenez que de manière situationnelle, on était obsessifs. On n'a pas fait le cours de chimie. La passion obsessive, ça amène à des conséquences négatives. Autre point, vous avez compris que la personne qui a une passion obsessive va avoir tendance à dénigrer l'équipe là-dedans. Alors, ce que j'essaie de vous dire tout à l'heure, il n'y a pas de données que les coachs font ça. Mais pour vous dire que, de par mon expérience très limitée dans le coaching, j'ai déjà vu des coachs obsessifs dénigrer l'autre équipe perdante. Le coach harmonieux va serrer la main et il est respectueux. Puis il sait que sans toi, il ne pourrait pas jouer. OK? Autre chose, ce qui est le fun, je voulais parler de ça, c'est que la passion obsessive, pour les fans de soccer, c'est associé avec des difficultés avec le partenaire amoureux. Hein? Je ne sais pas
Ah, là, tu comprends? Alors, j'ai pas besoin. Dans d'autres sphères, j'avais mentionné que ça. Par exemple, passion pour l'Internet, t'es toujours sur l'Internet, tu parles pas à ta femme. Mon Dieu, ça marche pas. Si l'activité de contrôle, ça a des conséquences, ça a des conséquences ailleurs, regardez, ça rentre plus. Puis si ça rentrait, puis je suis capable de le faire rentrer, la place pour ces éléments-là est où? Comprends, c'est peut-être trop imagé, trop vulgarisé. Et tout le monde qui est ici, c'est passionnel, Cécile? Ça vous est déjà arrivé de pogner à cause de votre sport? Ben oui. Si les deux sont passionnés, l'homme et la femme, du soccer, Bon, alors c'est une très bonne question, ça. parce qu'il peut y avoir un certain équilibre dans... C'est ça. Alors, est-ce qu'avoir deux, par exemple, passionnés obsessifs, ça serait bon? Dans la même activité, on s'entend. Oui. C'est sûr qu'il peut y avoir... Non, c'est ça, mais l'idée, c'est est-ce que quand la diade ou le couple fonctionne bien, ça va-tu mieux? Par exemple, deux harmonieux ensemble, je présume que ça va être le top. Deux obsessifs. Vous comprenez? Je ne sais pas la réponse à cette question-là. Je n'ai pas vu de recherche là-dessus. Mais c'est une bonne idée, ça. Est-ce que ça pourrait être harmonieux dans le couple, mais des désastreux au travail et dans les autres sphères? Ça se peut. Donc, ça m'amène à vous dire ou à vous présenter d'autres genres d'informations. Est-ce que c'est possible d'avoir plus qu'une passion? Vous voyez? Ça, c'est une excellente question. Parce que si tu passes beaucoup de temps, puis tu te définis, c'est rare que tu vas dire « je suis un skieur et un joueur de basket ». Vous comprenez? Tu passes beaucoup de temps dans la... Mais je ne dis pas que c'est impossible. Tu pourrais dire « je suis un excellent joueur d'échecs, je tripe ses échecs ». Puis, par exemple, j'aime le basket. Donc, tu comprends qu'il risque d'avoir un conflit motivationnel entre ces deux passions-là à un moment donné. Ça pourrait arriver. Vous comprenez? Ça pourrait. Bon. Maintenant, les gens qui n'ont pas de passion, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Imaginez-vous, ils n'ont pas de passion. Vous avez une barre. Ça, c'est la hantise des parents. Si votre jeune n'a pas de passion, là, vous vous inquiétez. Vous vous inquiétez sérieusement. Que ce soit les fleurs, le ballon, c'est pas important. Vous allez souvent dire à votre enfant, c'est important que tu aies quelque chose. Puis cette chose-là va te définir. Alors, ça m'amène donc à vous faire comprendre comment la passion se développe. Alors, les parents, on présente des activités. Les entraîneurs, on présente des activités. Puis, à un moment donné, les enfants disent « Hey, wow, ça, je l'aime, cette activité-là. » Ou « Cette activité-là est importante. » On dirait « Oups, qu'ils s'embarquent dans cette activité-là. » Mais ce qui est important de savoir, c'est l'activité. On va dire que ça, c'est le sport. Comment est-ce qu'elle rentre? C'est ça qui est important. Elle rentre-tu parce que on l'a forcé à rentrer? Ou à rentrer parce que c'est un choix? Alors, vous comprenez que l'obsessif, faux. Qui a déjà vu un jeune, avant une partie de hockey, son père sort le but, il a une cible, puis il fait tirer au but, avant la game, avant d'embarquer. Ça, est-ce que vous pensez que c'est rentré de façon harmonieuse? Je ne dis pas qu'un jeune ne pourrait pas dire « Hey, père, on se tire le but, j'ai le goût de tirer », c'est pas ça qu'on est. Alors, le « faut le faire » versus « c'est ton choix », c'est très important. Alors, la balle, elle va être pareille. C'est juste que l'énergie, la force, elle va être soit noire ou blanche. Tout le monde comprend? Donc, le mot de la fin, ce que j'essaie de faire réaliser, c'est que peu importe les acteurs, que ce soit un arbitre, que ce soit un coach, fan, la passion harmonieuse, c'est associé à des conséquences positives. Par contre, la passion obsessive, c'est associé à des conséquences négatives. Alors, une des questions qu'on me pose parfois, c'est
est-ce que, par exemple, la passion serait liée à une absence d'esprit sportif? Absolument. L'obsession, il va tricher. Il n'a pas nécessairement de données, mais on peut penser ça. Pensez-y, il est rigide, il rumine, il est stressé. Il a toutes les conditions pour être brûlé. Il a toutes les conditions pour ne pas performer. Il va-tu se doper? Sous la pression. Tout le monde comprend? Si c'est fait partie de son identité, ça va l'aider. Ah, mais maintenant, à décider quelque chose. Alors, on va dire que ça, c'est notre passionné obsessif. Il est content. Content. Il aime son sport. Il est content. C'est le fun, puis ça rentre plus. Puis il a aliéné sa famille, ses amis. Comprenez? Choisissez ce que vous voulez. Mais il est content. Notre passionné obsessif, il se blesse. Là, c'est intéressant. Parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui définit. Ça coûte cher, hein? Ça coûte cher par près. Mais c'est drôle, la famille, là, c'est toujours là. Papa, maman viennent, ils ramassent, fiston. Regarde, on va t'aider. Pas la fin du monde. Hein? C'est inconditionnel, les parents. C'est là pour les enfants. Puis les vrais amis. Moi, j'ai compris. C'était le contexte, tu t'en allais aux Olympiques. C'était vraiment, vraiment, vraiment important pour toi. Je comprends que tu as fait des sacrifices. Les employeurs, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ben, c'est un vrai, c'est un Olympien, c'est un tough. Il a appris toutes sortes de choses qui vont être utiles dans notre travail. Là, on voit lentement, sûrement, ça se remplit. Et on se comprend qu'il va y avoir un vide. Puis quand tu n'as pas d'identité, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ben, tu te déprimes, tu bois, tu prends de la drogue. Vous comprenez? Il y a un coût élevé à la passion obsessive. Alors, par exemple, la retraite, on sait que quand les gens ont une passion obsessive et ils prennent leur retraite, ça va moins bien que les gens qui ont une passion harmonieuse. Parce que la job est en équilibre avec d'autres sphères. Maintenant, les athlètes, ils prennent leur retraite à quel âge? C'est longtemps, hein? Alors là, c'est important de les reconstruire, de les aider. Donc, la passion, ça se développe. Ça se développe à cause du contexte social, de nos interactions, qui qu'on rencontre. C'est sûr qu'il y a peut-être des variables de personnalité qui vont influencer, qui tuer, etc. Il semble avoir des données là-dessus. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si le contexte soutient ton autonomie, tu risques de développer une passion d'une façon. Puis c'est plus contrôlant d'une autre façon. Alors pour ceux, par exemple, qui viennent de l'URLS, ceux qui viennent des milieux qui vont dire « Ah, ben tu sais, c'est important que les jeunes aillent du fun, absolument. » Regardez, le développement à long terme de l'athlète, c'est basé sur quoi? Pardon? Plaisir. C'est important fondamentalement d'en avoir au début. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne te parle jamais de la passion harmonieuse ou obsessive. Es-tu un obsessif chez le Canadien? Tu vas jouer blessé? Price, en ce moment, c'est pas un vrai, il ne joue pas blessé. Vous comprenez? Il y a des coûts à long terme à ça. Donc, ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'on ne sait pas encore beaucoup de choses sur comment la passion plutôt se développe. Ça, c'est un sujet de recherche. L'autre chose qu'on ne sait pas beaucoup, c'est y a-t-il des cycles? Des fois, es-tu obsessif, des fois, es-tu harmonieux? Tu sais, comment ça fonctionne, tout ça? Ça, on ne le sait pas encore aussi. La recherche commence à travailler là-dessus. Ce qu'on sait, par contre, c'est que quand tu te retires, tu as perdu ton activité, là, il semble avoir des conséquences négatives associées à ça. Donc, avez-vous des questions à propos de la passion?